Toi c'est qui? 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 Moi c'est. Moi c'est. Toi c'est qui? 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 Moi c'est un artisan. Moi c'est un artiste. Moi c'est l'émission des artistes et artisans haïtiens qui passe tous les samedis soirs à 7h. Cette émission est animée par Florence Augustin. Quand les gens comprennent pas trop la rythmique, de leur dire, OK, on avance ensemble, avancer pendant que tu ondules. Donc, pour eux, c'est comme deux affaires différentes. Et le fait de d'aborder le mouvement, d'aborder l'ondulation comme une vague intérieure, et une fois que cette vague, elle est installée, ça te donne un calme qui te permet d'avancer dans le monde, qui te permet de circuler, qui te permet de reconnaître tout ce qui se passe dans ton environnement. Et je disais, une fois que ça s'est installé, ensuite tu peux avancer. Et il peut avoir le tambour. Bien, chers amis internautes, bonsoir. Ce soir, nous allons danser. Mais nous allons danser sur quel rythme? Combien de rythmes compte la musique haïtienne? Peut-on substituer un pas à un autre? Comment s'adapter à un nouveau public quand on habite en dehors d'Haïti? Ce soir, nous avons invité un professionnel de la danse pour vous. Elle est chorégraphe. Elle répond à toutes nos questions. N'oubliez pas, partagez l'émission, mettez un pouce levé, abonnez-vous. À tout à l'heure. Femme c'est cajou. Proverbe haïtien, sagesse ak richesse. Moi c'est Berman Fleury. Donc ça fait un plaisir pour me présenter nous parmi plusieurs centaines de proverbes créoles haïtiens. On sélection de bons proverbes pour aider la vie meilleure pour tout le monde. Comme disons que proverbes nous choisissons à partir de livre ça. C'est un livre ça m'a servi. Donc c'est un livre qui gagne plus que 268 proverbes là-dedans. Et son sélection de proverbes, donc sélection proverbes ça, livre bien sûr, il choisit quelques proverbes qui baillent bon message pour aider mon vivre dans la vie. La femme comme la cajou. Proverbe haïtien, sagesse et richesse. Bonsoir, notre invité. Alors, qui mounouye? Moi c'est Sheran Figaro. Bonsoir, Sheran Figaro. Heureuse de te recevoir à l'émission Moi c'est. Avant de commencer l'interview, comme pour tous nos invités, je te donne le proverbe de Berman. Chandelle pas dit vérité, mais l'éclairé chemin. Chandelle pas dit vérité, mais l'éclairé chemin. À la fin de l'émission, tu nous diras ce que tu penses de ce proverbe. Sheran Figaro, à quel âge as-tu commencé avec la danse? À quel âge? Bon, d'abord, je te dis merci pour l'invitation, puis je salue tout le monde qui nous écoute. Flora, c'est un plaisir pour moi d'être ici avec toi aujourd'hui pour qu'on parle un petit peu de la danse puis de ce que je fais. Moi, j'ai commencé la danse, j'avais environ 8 ans, 9 ans. J'étais en Haïti, je suis née en Haïti et donc j'ai été initiée à la danse par mon père, d'abord à la maison. Puis ensuite, j'ai été suivre des cours de danse à l'école de Viviane Gauthier. Oui, c'était un beau professeur, très strict, oui, très discipliné. Elle a formé des générations et des générations de danseurs et de bons danseurs. Donc, tu étudies à quel rythme? Parce que nous savons qu'il y a beaucoup
de rythme. Donc, tu as étudié quel rythme avec elle? Le rythme qui me revient le plus quand j'étais à son école, c'est le Yanvalou, que je me souviens de. Puis ça, pour moi, c'est comme une chanson qui reste quand j'enseigne le Yanvalou, ensemble, avancer. Ensemble, avancer, que Viviane disait toujours. Et c'est ce rythme qui m'a le plus marqué, non seulement avec les mots justement qui nous permettaient de comprendre comment déposer le pied, mais surtout euh, quand elle nous demandait d'être en relation avec le tambour pour faire elle disait toujours balancer, balancer. Donc pour faire le petit plié, fallait qu'on soit vraiment à l'écoute du tambour. Et pour moi, à cet âge-là, c'était comme un peu flou, mais je me souviens de son insistance par rapport à cette relation entre nos pas, là où on déposait le poids puis le tambour. Ok, tu as parlé de pied tout à l'heure. Déposer le pied. Est-ce que chaque rythme, tu as parlé de Yanvalou, il y en a d'autres. Est-ce que tu peux me citer d'autres? Oui, par exemple, il y a le Ibo. Le Ibo, pour moi, c'est le rythme qui me relie à mon papa, parce que c'est ce rythme-là qu'il nous apprenait à la maison. Je pense pas que je savais que c'était ce que c'était au fait, mais à la maison, mon père, il nous a enseigné le Ibo avant. Il y a le maïs, épaules, ouangol, pétro, banda, mascaron, contredanse, menuet et il y a un pile, encore. Il y a un pile. Nago. Il y en a combien au fait? Je sais pas le nombre exact. On parle toujours d'une multitude, sans un rythme. Il y en a plusieurs. Et il y a aussi les différences régionales qui peut-être qui des fois peuvent donner peuvent faire qu'il y ait une appellation différente, mais il y a une multitude de rythmes que moi, personnellement, je suis pas arrivée à les compter, comme à tous les compter. Maintenant, la question que j'allais te poser, c'est si je danse le Yanvalou, je pose mon pied d'une façon. Est-ce que pour danser Congo, c'est la même, je peux poser mon pied de la même façon? Non, les points d'appui sont différents, dépendamment du rythme. Par exemple, le Yanvalou, déjà, les pieds sont quand même, on dit qu'on garde les pieds beaucoup plus parallèles qu'avec des pieds en dehors. Donc, la position des pieds déjà pour aborder les rythmes et la gestuelle, c'est parallèle. Puis ensuite, le pied est complètement au sol, disons, quand on aborde le Yanvalou. Alors que pour le Congo, il y a un jeu au niveau il y a un changement de point d'appui. Donc, ou bien on s'appuie sur les orteils, ou bien on s'appuie sur le talon. Et donc, ça fait, alors, un pied fait ce mouvement-là, ces différents points d'appui-là, et l'autre pied, des fois, à plat au sol, il y a des variantes. Des fois, l'autre pied peut être beaucoup plus avec un appui sur les orteils. Donc, des fois, ça dépend de l'école, là où on a été, qui nous a appris. Donc, il y a des petites différences comme ça, mais de base, on dépose les pieds différemment, on s'appuie sur le sol différemment que si on danse le Yanvalou comparé à si on danse le Congo, par exemple. On a parlé du pied, mais et la tête, et les bras? Les bras sont, disons, pour le Yanvalou, on peut avoir les bras des fois le long du corps, mais il y a toujours une ondulation, puis je pense que c'est le mot qui revient quand on parle du Yanvalou, c'est l'ondulation au niveau du corps, au niveau du dos, à travers la colonne vertébrale. Les épaules aussi sont dans une rotation vers l'arrière. Donc, les bras peuvent être le long du corps, ça peut être de façon latérale des deux côtés, et avec un mouvement toujours les épaules qui initient vers l'arrière, ou des fois, pour aider les gens à comprendre l'image, je peux dire, bon, soit un vol d'oiseau. Donc, des fois, c'est comme, ou bien, je considère c'est un ruban qui a une ondulation qui passe comme à l'intérieur, des fois pour faire un mouvement de vague,
ou bien ça peut être aussi un vol comme si on s'envolait, quoi. Donc, il y a des mouvements de cette façon-là, mais c'est comme une façon d'aborder le mouvement quand on enseigne, et il y a une façon d'aborder le mouvement quand on chorégraphie. On a comme différents élans artistiques et différents thèmes qui vont faire qu'on va bouger les bras d'une certaine façon. Dans le Congo, en général, je sais pas si on va comme vraiment voir, les bras sont comme beaucoup plus en ouverture. Surtout, il y a la jupe aussi qui est très utilisée dans le Congo. Ben, la version qu'on apprend à l'école et la version qu'on fait sur scène dans les spectacles. Donc, les bras sont en ouverture et des fois, il y a comme une alternance de niveau des bras, bras droit, bras gauche, dépendamment de comment qu'on veut le positionner. Mais là encore, il y a des façons, il y a des écoles qui apprennent d'une façon, puis une autre école qui va peut-être, parce que c'est peut-être plus axé sur la création, ça sera abordé d'une autre façon. Mais quand même, je pense qu'il y a comme une base, même s'il y a des différences, mais il y a une base quand même que tout le monde utilise et qui permet de reconnaître certains rythmes quand ils sont dansés. Ce qui veut dire que chaque école a sa technique. Je dirais pas que chaque école a sa technique, peut-être que sa technique pour aborder le mouvement, et finalement, ça crée une forme qui permet de reconnaître le travail ou bien les chorégraphies de telle école, ou bien les chorégraphies de tel chorégraphe. Mais à la base, pour moi, un Yanvalou reste un Yanvalou. Maintenant, comment que le prof va l'expliquer, dépendamment du groupe qu'il a devant lui, va créer une certaine différence dans comment qu'on aborde la gestuelle et le mouvement. Mais je dirais pas que chaque école a un Yanvalou, par exemple. Je dirais plus que chaque école a une façon d'aborder le Yanvalou, parce que c'est une compréhension qui passe aussi par la personne qui explique et par ses connaissances. Et maintenant, dépendamment de qui tu as devant toi. Donc, si ce sont des enfants, tu vas utiliser des images, peut-être, je sais pas, l'oiseau qui vole, puis ou bien les vagues, on va utiliser les mouvements de la mer, on va parler de cette façon-là. Si on a des professionnels de la danse, ben peut-être qu'on sera dans quelque chose de plus biomécanique, à parler de comment on aborde la colonne vertébrale dans les ondulations, comment on aborde les contractions et les relâchés. Donc, ça sera différent, comment on dépose le pied, utiliser la notion de souffle, peut-être dépendamment du groupe. Si c'est un groupe qui est plus comme tourné vers la danse comme thérapie ou le mouvement comme thérapie, mais à ce moment-là, il y a d'autres images et d'autres façons d'aborder l'ondulation, où on peut aller dans quelque chose de très philosophique même pour permettre aux gens de comprendre, parce que je pense que le but dans l'enseignement, c'est de permettre à l'autre de recevoir et de comprendre le message, et pas nécessairement de dire que j'ai ma technique de ci, de ça. Donc, c'est comme il y a une humilité aussi, parce que on veut faire passer le message. On veut pas être, moi je dis toujours, je veux pas être un blocage à la transmission. Donc, c'est ce que je vais dire. Si ça sert la transmission, ben je vais l'utiliser, parce que le but, c'est que la personne puisse expérimenter le mouvement. Maintenant, tu avais fait combien d'années chez Viviane Gauthier? Je pense que je pourrais dire peut-être, je sais pas, c'est 4-5 ans. Je me souviens, quand j'ai commencé le secondaire, j'ai arrêté de danser. J'ai jamais vraiment compris ce qui s'était passé. On a juste arrêté, quand je dis on, parce que j'ai 2 sœurs, puis nous 3, on allait chez Viviane. Donc, on a juste arrêté d'y aller. Puis c'était une décision de notre part. C'est pas comme mon père qui avait dit, ben, vous n'y allez plus. Donc, c'était une décision de notre part, je sais pas. Puis ensuite, ça a repris. Donc, j'ai passé mon secondaire en me questionnant au fait, est-ce que j'allais recommencer à danser? Est-ce que j'ai eu beaucoup de questionnements, puis finalement, je suis retournée à la danse après. Eh bien, justement, moi, c'est cette école-là, je voudrais savoir. Tu quittes Haïti, tu rentres à l'étranger. Est-ce que tu es rentré tout de suite dans la danse?
Oui, mais quand j'ai fini mon secondaire, quand j'étais à l'université, c'est là que j'ai reconnecté avec la danse. Et j'ai reconnecté suite à je peux dire, un appel du tambour. Parce que j'étais quelque part, puis j'ai entendu un tambour, puis je me suis dit, ah, mais il y a un tambour, est-ce qu'il y a un cours, puis j'ai juste été curieuse d'aller voir euh, où ce tambour se trouvait, d'où venait ce rythme-là. Donc j'ai vu, puis j'ai comme, c'était Haïti Chaka Dance, puis là, j'ai recommencé à danser à cette époque-là. Et je pense depuis lors, j'ai pas arrêté. Donc, quand je suis arrivée au Canada, j'avais déjà ma fille qui avait 2 ans à l'époque. Et la première chose pour moi, ça a été de trouver, de me retrouver dans une communauté de danse, mais de danse haïtienne. Et j'ai été à la recherche de ça. Et à un moment donné, je me suis dit, il faut que je reste, faut que je trouve un point d'ancrage entre Haïti que j'ai laissé comme physiquement et ce nouveau lieu, ce nouveau territoire que je devais habiter et que je voulais pas habiter à moitié non plus parce que face à ma fille, je me disais, je peux pas être à moitié quelque part. Je dois être complètement là, mais pour être complètement là, faut que je sois très ancrée dans ce qui est en moi. Et ce qui est en moi, c'est Haïti avec tout ce qu'elle a de lumineux, de moins lumineux, de réjouissant. Donc, et tout ça dans le rythme. Et pour moi, ma porte pour garder ce lien avec Haïti a été la danse. Donc, c'est vraiment ce fil-là que j'ai gardé et que j'ai voulu aussi transmettre à mes enfants et petit à petit, j'ai pris la décision de l'élargir, de pas juste enseigner à mes enfants, mais aussi à d'autres enfants puis des adultes. Donc là, nous tombons directement dans Oré Danse Création. Oui, à l'époque, au Danse Création, quand j'ai commencé en 2009. Oui, 2009. Donc, qu'est-ce que tu as comme élève? Tu as des enfants, tu as des enfants d'Haïtiens, des enfants qui sont nés à l'étranger, et je suppose que tu as des Québécois et d'autres. Et puis, Oui, tout à l'heure, tu parlais de manière d'enseigner. Comment arrives-tu à faire passer le message, je dirais, haïtien à tout ce beau monde? Parce que ta fille veut pas, elle est à moitié québécoise, moitié haïtienne. elle a été élevée ici. Oui, voilà. Donc, dis-moi comment tu fais pour passer le message. Ça a été et je pense que jusqu'à présent, c'est quelque chose que j'essaie encore de trouver, cette façon de passer le message. Et je pense que j'ai commencé à comprendre qu'à un moment donné, fallait que j'aille dans l'essence même de ce que cette danse traditionnelle haïtienne portait comme sagesse, comme connaissance et comme philosophie. Et, et je m'étais dit, il y a non seulement ce que ça portait dans son essence, mais aussi le contexte historique, euh, comme, euh, comme situer des moments, situer des lieux où ces danses ont pris naissance, faire des recherches pour encore avoir beaucoup plus d'informations sur les peuples qui ont, euh, qui ont été forcés de faire cette traversée-là. Donc, ces peuples-là, et jusqu'à présent, j'essaie toujours de me dire, ils étaient qui, ils vivaient où, et pour moi, en allant en suivant ces questionnements, ça me permet de m'approcher un peu de la sagesse de ces peuples, de la sagesse de ces traditions ancestrales. Et je me suis dit, ben, je pense que c'est ça que je veux transmettre. Même pas que je veux transmettre parce que ça existe avant moi, ces connaissances-là, mais je veux aider à ce que ces connaissances fassent ce chemin vers l'autre personne. Donc, même si l'enfant ou la personne est née en Haïti ou vient d'un autre pays, je me dis qu'il y a comme une connaissance ou une sagesse universelle qui est portée par les danses traditionnelles
et spécifiquement par les danses traditionnelles haïtiennes. Et j'essaie de toujours trouver c'est quoi le message, comment l'information de ces danses peut résonner pour quelqu'un d'autre qui n'a pas nécessairement la même histoire que moi et qui n'a pas vécu sur le même territoire que moi. Donc, si je prends un exemple concret du nago, par exemple, si j'enseigne le nago à, disons, un groupe qui connaît l'histoire d'Haïti, qui vient d'Haïti ou qui est vraiment ancré dans toute la culture haïtienne et toute la littérature haïtienne, mais je vais peut-être beaucoup mettre l'accent sur des contextes comme la Révolution haïtienne, parler de sujets ou donner des références qui font du sens pour la personne qui est là et qui est en train de vivre ce mouvement et d'essayer d'exécuter ce mouvement. Mais en même temps, je me dis si quelqu'un qui n'a pas nécessairement ces informations, mais qui est intéressé à ces danses, j'essaie de trouver à partir de quel élément je peux m'accrocher pour que ça fasse du sens pour la personne. Parce que si je vais lui parler de la Révolution haïtienne, mais peut-être que ça fera pas de sens. Je vais lui parler de Dessalines, je vais lui parler du vaudou, mais peut-être que ça fera pas de sens. Et pour la personne. Mais si je me dis, pour que ça fasse du sens pour toi, je vais te parler de situations de conflit. Je vais te parler de situations de guerre. Je vais te parler de tension. Je vais te parler de clarté, de comment t'approches une situation compliquée. Donc, pour moi, ça permet à la personne de comprendre le contexte historique pour savoir et respecter d'où ça vient, mais au final, il faut que ça fasse du sens pour toi. Comme te faire un cours d'histoire à travers la danse, si ça résonne pas, je me parle à moi-même. Et je veux te parler. C'est ce que j'allais te dire. Tu donnes un cours d'histoire d'Haïti, tu expliques le contexte, tu expliques l'origine du rythme et tout. Donc, en fait, tu as 2 cours en un. Oui, c'est ce qui m'arrive en général. Déjà, je fais beaucoup de recherches pour quand j'aborde un rythme et je continue vraiment de faire des recherches. Je regardais même, surtout maintenant avec la technologie, on a des vidéos qui nous enseignent sur beaucoup de choses, des conférences, des fois des entrevues avec d'autres, des fois des historiens. Donc, c'est pas nécessairement des artistes de la danse que j'écoute. Donc, j'écoute des anthropologues, des sociologues. Donc, j'essaie toujours d'avoir un minimum d'informations pour aborder le rythme parce que je me dis, ces rythmes-là, s'ils existent et qu'on peut arriver jusqu'à nous et on peut subsister jusqu'à présent et on peut nous aider dans notre résistance, on peut pas juste les aborder de façon superficielle. Il faut respecter de là d'où ça vient. Et pour moi, je dis toujours aux gens, je vous donne un petit peu d'informations par rapport à ce que j'ai pu, moi, entendre et lire jusqu'à présent, mais je les invite toujours à continuer leur recherche parce que ça permet aussi de reconnaître un héritage, je dirais. On va faire la première pause, Chérène. D'accord. À tout à l'heure. En cette année 2024, nous célébrons 220 ans d'indépendance. Mais la question se pose, qui sommes-nous vraiment? Face à une crise identitaire profonde, Espace culturel Vertière présente Zentrailles 2024. Zentrailles est un événement multiculturel impliquant les communautés haïtiennes, autochtones et africaines autour des liens historiques qui les unissent. Cette soirée, animée par le député Franz Benjamin, comprend Octoéco, les productions Calabente, la compagnie Oredance, Vitova Oba.
Ne manquez pas cette chance de redécouvrir l'essence haïtienne. On se retrouve le 16 novembre à la salle Sylvain Lelièvre du Collège Maisonneuve. Chers amis internautes, nous sommes avec Sheran Figaro qui nous a parlé de certains rythmes haïtiens. Elle nous a raconté avant comment elle a commencé avec la danse. Maintenant, Sheran, si tu le veux bien, dis-nous, tu nous as dit tout à l'heure qu'il y a une centaine de rythmes. Mais tu travailles combien de rythmes avec tes élèves? Oh, mais ce que je viens de citer, les rythmes que je viens de citer, c'est pas mal autour de ça que je suis. Il y a, dans tout ce que je viens de citer, il y a aussi le rythme Excuse-moi, Rabolai. Tu m'entends bien? tu en as cité au moins 20 hein, tout à l'heure. Oui, mais la chose, c'est que je fais pas tout dans un seul cours. Donc, pendant la session, je navigue à travers les différents rythmes et aussi dépendamment de la saison. Donc, je vais peut-être toucher à un rythme parce que c'est, disons, pour les fins d'année, je vais peut-être faire un peu de pétro. Ben, je vais faire d'autres rythmes quand même. Donc, je vais faire le banda, disons, soit fin octobre, début novembre. Donc, c'est une façon de relier aussi ces rythmes-là disons, aux différentes étapes réelles de la vie en Haïti. Et je pense que même si, bon, je vais pas nécessairement dans tel mois, on voit tel rythme et tel autre mois, on voit tel rythme, mais je vais aussi avec comment, des fois les saisons, par exemple pour le printemps, puis ça m'est arrivé, puis je suis aussi mon intuition pour choisir des rythmes, comme au printemps de cette année, j'allais faire le cours, puis j'étais pas encore très, j'avais pas vraiment décidé quel rythme que j'allais faire, mais juste le fait que de voir les fleurs déjà, de voir le soleil, puis j'ai été portée par aller avec avec une agilité, avec le rara pour travailler cette agilité, pour travailler disons, cette vie qui reprenait un petit peu dans la nature. Donc ça, c'est pas parce que c'est cette période-là que je vais nécessairement toujours faire le rara, mais je suis aussi mon intuition dans comment que j'aborde les rythmes et comment le groupe avance. Donc, le but, c'est pas d'en faire comme de trop en faire. Et puis finalement, il n'y a pas d'intégration de ce que je fais. Et aussi des rythmes qui sont comme des fois plus proches ou bien des fois les élèves me demandent ah, tel rythme, est-ce que tu connais tel rythme, on aimerait essayer. Donc, comme les araignées, on a des araignées qu'on demande des fois. Donc, c'est ça. C'est ce qui m'aide aussi à choisir ce que je vais aborder. Tu as parlé de banda tout à l'heure. Explique aux internautes pourquoi le banda, c'est à peu près novembre, fin octobre, début novembre. Parce que le banda, c'est une des danses qu'on dans la période guédé. C'est une danse qui est comme associée à cette période-là. Guédé, c'est un loi, c'est une famille, comme on dit, son escorte. Donc, il y a une période c'est période de guédé. Donc, le banda, moi, je me dis, vu que cette danse-là, elle est associée à cette période, et cette période-là, c'est pas nécessairement pour parler de la mort, mais aussi pour parler de la création, pour parler de ce lien entre la mort et la vie, ou des fois je dis entre la vie et la vie. Donc, pour moi, ça fait du sens de profiter de cette période-là, même si je fais pas un cours sur le vaudou, ou bien des gens n'adhèrent pas nécessairement ou ne pratiquent pas, mais je me dis, je veux pas me censurer non plus parce que il y a des informations, qu'on le pratique ou pas, mais ça fait partie de notre réalité, ça fait partie de la culture. Et donc, pour parler de cette période guédée,
j'enseigne le banda, gué des araignées, mascaron. Donc, à travers des séquences chorégraphiques, à travers des progressions dans le studio. Donc, on aborde ces mouvements de bassin. Des fois, on va juger que c'est trivial, alors que il y a c'est un cliché, des préjugés par rapport à certaines danses. Et je profite aussi pour démystifier ce genre de cliché-là quand j'aborde le banda. Tu as des enfants à partir de quel âge? Là, pour l'instant, j'enseigne pas aux enfants. J'ai pas de groupe enfants. Mais quand j'enseignais aux enfants, c'était âge primaire, disons 6-7 ans en général. J'en prends pas avant 6-7 ans. Parce que je me dis, danser, c'est pas parce que l'enfant aime bien danser à la maison qu'il faut obligatoirement l'inscrire à un cours. Et je veux pas que l'enfant vienne à reculons. Je veux pas que le parent non plus dépense tant d'énergie parce que c'est le parent qui veut que l'enfant danse et que l'enfant nécessairement n'est pas n'est pas trop intéressé. Donc c'est ça. Donc moi quand j'enseignais aux enfants, c'était 6-7 ans, puis jusqu'à ce que la personne veuille encore danser. Il y a pas de limite. Ok. Maintenant, tu as vu les enfants, tu as les amateurs, mais tu as parlé aussi de professionnels. Ça veut dire qu'il y a des photographes qui viennent suivre des cours. Oui, il y a des ateliers que je fais, que ce sont des professionnels de la danse, donc des gens c'est ça leur métier de tous les jours, qui viennent aux cours, aux différents ateliers, et aussi je vais enseigner à différents groupes dans leurs institutions. Donc ça se fait dans les deux sens. Mais oui, des professionnels de la danse et des fois qui connaissent pas du tout les danses traditionnelles ou les danses traditionnelles haïtiennes, mais il y a quelque chose de bien spécifique qu'ils viennent chercher et disons, quand je l'ai compris, ça m'a encore donné plus de fierté dans toutes les possibilités et dans toutes les connaissances que nous avons. J'étais déjà fière, mais là, voir que il y a quelque chose que peut-être que nous, on prend pour acquis. Et je pense que c'est un des constats que j'ai fait aussi. Il y a des choses dans nos danses qui nous enseignent tellement sur le mouvement, mais qu'on prend pour acquis et voir qu'il y a des professionnels du mouvement qui viennent vers nos danses pour des concepts, pour des principes de mouvement de façon très, très fondamentale et qui ont une grande importance dans comment ils abordent la chorégraphie et le mouvement. Ok. Est-ce que tu as des retours sur ces classes après? Ils viennent te parler, ils te posent beaucoup de questions. Oui. En général, je fais des retours, surtout quand je fais les ateliers. Ce sont des retours tout de suite après, soit après un exercice, soit après l'atelier en tant que tel. Je demande aux gens s'ils veulent partager quelque chose, ou encore il y en a qui me parlent comme après, dépendamment de ce qui a bougé en eux pendant les cours, et il y en a qui m'écrivent. Donc j'ai quand même un retour par rapport à ce qui s'est passé pour eux. Quelle réflexion t'a le plus marqué? Quelle quoi? Réflexion t'a le plus marqué? Par rapport aux retours qu'ils m'ont fait? Oui. En général, ce qui me marque le plus, c'est quand ils disent qu'ils sont en train de vivre quelque chose et cette information leur a permis de voir clair. Le fait de bouger d'une certaine façon leur a permis de comprendre quelque chose en eux ou pour eux. Et ça, ça m'émeut toujours et je me dis encore, c'est vrai que il y a plus grand que nous dans nos danses et dans les traditions ancestrales et dans nos façons de bouger. Et qu'il y a quand même
un fil qui relie tous les humains. Il suffit de se laisser happer par quelque chose, d'être vulnérable, puis se laisser être disponible pour que ce fil-là entre en contact avec ce qui se passe pour nous. Et quand ce sont des gens qui n'ont aucun lien avec Haïti en quelque part, qui sont pas d'origine haïtienne, qui sont pas haïtiennes et qui te parlent d'un constat de ce genre-là, je me dis, quand des fois on dit que la danse est universelle, c'est pas pour rien. Est-ce que tu peux nous donner un exemple concret? Un exemple concret par rapport à l'ondulation, par exemple. Une fois, j'avais abordé l'ondulation comme surtout le mouvement qu'on fait comme quand on danse sur un val ou avec la colonne vertébrale. Ce mouvement ondulatoire, comme c'est une vague intérieure, que je dis, une fois que c'est installé, là, on peut marcher avec. Parce que des fois, c'est difficile quand les gens ne comprennent pas trop la rythmique, de leur dire, OK, on avance ensemble, avancer, pendant que tu ondules. Donc, pour eux, c'est comme deux affaires différentes. Et le fait d'aborder le mouvement, d'aborder l'ondulation comme une vague intérieure, et une fois que cette vague, elle est installée, ça te donne un calme qui te permet d'avancer dans le monde, qui te permet de circuler, qui te permet de reconnaître tout ce qui se passe dans ton environnement. Et je disais, une fois que ça s'est installé, ensuite tu peux avancer. Et il peut avoir le tambour. Il y a toute la ligne des tambours. Tu as le moment, le second, kata, basse. Il peut avoir tout ça. Il va avoir les chants. Il va avoir des enfants qui parlent, qui crient, qui jouent. Tout ça existe, mais ta vague intérieure te permet de circuler à l'intérieur de tout ça ou entre tout ça. Et pour moi, c'était une façon de faire comprendre que ton ondulation de ta colonne vertébrale, tu ne la perds pas pendant que tu vas faire ton ensemble avancé. Et là, la personne après me dit, mais c'est comme, elle comprend comme, c'est comme pour elle, c'était comme une clarté par rapport à l'alignement qu'il doit avoir, quel que soit ce qui se passe dans le monde. Puis pour elle, c'était quelque chose qui se passe dans sa vie. Elle doit être capable d'essayer toujours d'aller vers cet alignement-là, donc vers cette vague intérieure qui te permet de garder une circularité sereine, même si tu sais que autour de toi, c'est pas toujours correct, même si tu peux être écorché au fait. Mais tu nous fais voir la danse d'une autre façon ce soir. On va faire la deuxième pause, Gérald. D'accord. Nous sommes des gens passionnés des beautés que la nature nous offre, des parfums, des couleurs et de la splendeur des éléments avec lesquels nous travaillons au quotidien. Pour vos commandes en ligne, atelierfloral@videotron.ca ou encore www.suzannesavard.com. Par téléphone 450 505 6650 avec votre fleuriste Michel Castera. Chers amis, nous sommes avec Sharon Figaro qui nous a donné des explications
qui fait que désormais on va se dire la danse n'est pas si facile que ça. Et ce que l'on voit, il y a quelque chose d'autre à travers tous ces mouvements que nous voyons. Chéran, est-ce que ça s'est arrivé de tomber sur un élève qui n'a pas le sens du rythme? Je vais dire que c'est déjà arrivé, et même plusieurs fois, que dans des cours, dans des ateliers ponctuels, qu'il y ait des gens dans la salle qui n'entendent pas le rythme de la même façon que moi. Et j'aborde toujours le rythme en disant rythme intérieur, rythme extérieur. Donc, ton rythme intérieur, c'est le rythme qui va se dégager dans tout ce que tu fais. Tu as ton propre rythme. Et le rythme des tambours ou le son extérieur, c'est un son que tu vas percevoir dépendamment de la personne que tu es, dépendamment de où tu es rendu. Et une expérience que j'ai faite avec un groupe d'étudiants, c'était de leur demander de reproduire ce que le tambour était en train de faire avec la bouche. Donc là, j'aurais dit, OK. Donc là, j'ai demandé au tambourineur de garder le rythme très simple. Disons 1, 2, 3, ta, ta. Ou bien même 1, 2, 3. 1, 2, 3. Puis un silence. 1, 2, 3. Donc, là, je leur demande de le refaire. Mais il y en a qui, quand ils ont commencé à le reproduire, j'ai comme réalisé qu'ils arrêtaient de respirer pratiquement. Donc, c'est un rapport, puis là, je me suis dit, OK, donc c'est comme, puis là, j'aurais dit, c'est un rapport au souffle aussi. Donc, ton rythme, tu vas le trouver parce que tu as un rapport avec ton souffle. Et une fois que tu es à l'aise, que tu apaises le mental par rapport à comment tu fais circuler ton souffle et comment tu laisses sortir le son de ta voix, parce qu'il y a ça aussi, le son de ta voix, il y en a qui commençaient à... Puis je disais, je t'entends pas. Donc là, le fait de le laisser sortir sa voix. Et maintenant, quand ils l'ont eu, j'aurais dit maintenant, amène-le dans ton corps. Donc le 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, là maintenant, ils l'ont dans le corps, puis je dis maintenant, amène-le au sol. Plante-le dans le sol. Et là, tout d'un coup, il devenait synchro avec le tambour. Donc, c'était, pour moi, je me disais, OK, donc cette personne-là, on aurait pu dire que le rythme puis la personne, c'est deux choses complètement différentes, qu'il n'a pas le sens du rythme, etc. Mais c'est comme beaucoup d'informations déjà que la personne doit intégrer, doit percevoir, intégrer, et maintenant qu'il va rentrer en dialogue avec qui elle est. Comment qu'elle se sent dégagée pour laisser sortir sa voix. Et comment qu'elle se sent dégagée pour respirer aussi. Donc, avec toi, Chéran, il n'y a pas moyen de ne pas savoir danser. Tu arrives quand même à tirer quelque chose de quelqu'un. Oui, parce que je pense que quand on dit tout le monde peut danser, je pense vraiment que c'est vrai. La chose, c'est que tout le monde n'est peut-être pas habile pour suivre une chorégraphie, pour exécuter une chorégraphie. Mais danser, tu es capable de danser peut-être à ton rythme. Et il y a des étudiants que j'ai eus, j'aurais dit, il y en a une, je disais, toi, peut-être que c'est de l'écriture en temps réel qui te va. Ça veut dire que quand on parle d'improvisation, c'est comme une écriture chorégraphique en temps réel. Et moi, j'avais déjà expérimenté ça avec elle. Elle est capable. Mais maintenant, lui dire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, penche, ta, ben, elle se perd. Comme elle est figée, parce que la façon dont elle peut bouger et rentrer dans une création chorégraphique, ben, c'est pas comme tout le monde. Donc, ça fait qu'il y a ces différences-là qui vont faire que ben, on va l'aborder d'une certaine façon avec telle personne ou telle autre personne. Chéran, quel projet vas-tu explorer? Comme dans pas longtemps? Oui.
Oui, Mais dans pas longtemps, il y a comme, ben, il y a des ateliers que je vais avoir, parce que ça va être le 15e de la compagnie, cette année, c'est le 15e de la compagnie. Donc, il y a des ateliers toujours dans, bon, des classes de maîtres avec tambour, puis exécution de mouvements, compréhension, une approche quand même créative et réflexive. Et aussi, il y a le 15e qu'on organise pour le 15e de gratitude, pour 15 ans de danse de création. Et aussi à la création qui continue parce que je travaille sur un solo que j'ai déjà présenté comme en sortie de résidence, mais que je vais continuer à creuser pour présenter l'année prochaine éventuellement. et on va aborder le proverbe. Ben oui, Le proverbe, c'était Chandelle a dit vérité, mais l'éclairé chimé. Chandelle pas dit Mais vérité, l'éclairé mais chimé. l'éclairé chimé. Je vais donner je vais dire quelque chose, mais parce que je connais pas ce proverbe-là. Et ce que je sens, la façon dont je sens ça me parle, c'est, est-ce que non, je pense que je vais me perdre Oui, si j'essaye. tu veux pas te Ouais. risquer. Je sens que je comprends. Non, je pense que, comme on dit chez nous, m'bouais quoi. Écoutez ce que Berman Fleury nous dit. Chandelle pas dit vérité, mais l'éclairé chimé. La chandelle ne dit pas la vérité, mais éclaire le chemin. Donc, on doit utiliser les moyens qu'il faut pour trouver la vérité, mais la vérité, c'est une partie de la vie. Il faut pouvoir poursuivre le chemin. Donc, on peut s'éclairer, on peut avoir des indices pour être dans la vérité, mais une fois qu'on est rendu dans la vérité, la terre continue à tourner, le monde continue, la vie continue. Donc, et la chandelle peut s'éteindre, mais il faut toujours continuer. Donc, à partir des éclairages qu'on a eus dans la vie. Voilà, Chéran. Berman nous a dit, et tu l'as entendu, s'éclairer, mais continuer à partir des éclairages que nous avions eus dans la vie. Et moi, c'est ce que je te souhaite. Avec l'école, donc, Merci. si je comprends bien, tu as l'école et tu as l'accompagné. Oui. Donc, si quelqu'un qui nous écoute veut s'inscrire, où est-ce qu'on peut te trouver? Mais sur le site de la compagnie, oredance.org. Ok. Oui. Oredance, ça s'écrit OREDANS.org. On te remercie beaucoup, Chéran, pour ce moment de bonheur qui nous a ouvert les yeux de la On te souhaite du succès. Merci. Je suis sûre qu'il y Merci a des beaucoup, Florence. internautes Merci qui à vont toi. t'appeler. On a l'impression que tu es très patiente avec la Oui, il faut, parce que sinon, c'est juste de la danse superficielle. Je pense que la danse aussi, pour moi, c'est un chemin. Donc, prendre le temps d'être avec sa danse, c'est important. Alors, je te dis à bientôt. Oui, tout à fait. Bye. Merci beaucoup. Bye. Fleurs Caraïbes. Hôtel, restaurant. Plus besoin de voyager pour savourer la cuisine haïtienne, ses saveurs ensoleillées dans une ambiance tropicale. Brunch tous les dimanches de 9h à 13h. Salle disponible pour vos événements et réunions d'affaires. Fleurs Caraïbes est une expérience à vivre à Saint-Alexandre. Bon bagaille. Chers amis, c'est avec vous, Chéran Figaro. Vous avez été
beaucoup appris aujourd'hui avec Chéran. Et je vous invite à l'appeler. Vous allez commencer cette personne très sympathique. Et si vous pensez que vous avez des appréhensions, que vous pensez que vous ne pouvez pas danser, essayez avec Chéran. Je vous dis à samedi prochain pour une nouvelle émission de l'émission Moi c'est. Toi c'est qui? 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 Moi c'est. Moi c'est. Toi c'est qui? 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 Moi c'est un artisan. Moi c'est un artiste. Moi c'est l'émission des artistes et artisans haïtiens qui passe tous les samedis soirs à 7h. Cette émission est animée par Florence Augustin.